Alstom a plaidé coupable des charges de corruption. Elle a admis sa conduite criminelle. Elle va payer une amende de plus de 772 millions de dollars. Une entreprise française, Alstom, est frappée d'une amende record par la justice américaine. 630 millions d'euros. La plus forte amende jamais infligée dans une affaire de corruption internationale. Cette journée représente une étape très importante dans la lutte contre la corruption. Cela montre la détermination du ministère à combattre le versement des pots de vin à l'étranger. Les individus, comme les entreprises, doivent rendre des comptes quand ils violent notre loi anticorruption. Alstom n'est pas la seule société sanctionnée pour avoir versé des pots de vin à l'étranger. Ces dernières années, une centaine d'entreprises dans le monde ont payé une lourde amende au gouvernement américain. Parmi elles, Total, Technip, Alcatel, des fleurons industriels français. La corruption est choquante. Elle affecte toute la société. Si vous enfreignez la loi américaine, nous vous poursuivrons où que vous soyez. En poursuivant des entreprises pour corruption, les États-Unis sont devenus le shérif du monde. Veulent-ils assainir les pratiques commerciales ou est-ce un moyen de favoriser leur propre société ? Si vous utilisez cette loi intelligemment, et Dieu sait s'ils le font bien, eh bien vous allez mettre une entreprise étrangère à genoux. C'est des concurrents qui sont éliminés, c'est de l'argent, c'est du cash qui rentre dans les caisses du Trésor américain. Cette croisade anticorruption permettrait aussi aux États-Unis d'infiltrer nos entreprises et de récolter un maximum d'informations confidentielles. Ce n'est pas de l'espionnage, parce que l'espionnage est illégal. Là où c'est fabuleux, c'est génial. Ils le font de manière légale. Ils ne font qu'appliquer leurs droits. C'est l'histoire d'une guerre de l'ombre, sans mort ni blessé, où tous les coups sont permis pour gagner des contrats, affaiblir des concurrents ou même les racheter. Une guerre économique où la justice est utilisée comme une arme. Mon enquête commence par un chiffre astronomique. 338 millions de dollars, soit 275 millions d'euros, c'est ce qu'a payé Technip aux autorités américaines en 2010. Technip, un nom dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Pourtant, c'est une société française, un géant de l'énergie. Technip construit des raffineries et des plateformes pétrolières. Elle est présente partout dans le monde. Every day, we combine performance and sustainable development in our projects for the energy industry. Mais pour conquérir de nouveaux marchés, l'entreprise a eu recours à des pots de vin, en particulier au Nigeria. En 1994, la société veut construire un terminal de gaz dans le delta du Niger, à Bonny Island, le paradis des pétroliers. Un marché colossal à 6 milliards de dollars. Pour l'emporter, Technip verse avec 3 autres entreprises 180 millions de dollars de dessous de table. L'argent est destiné au président du Nigeria, le dictateur Sani Abacha. Étienne Gaury était le directeur commercial de Technip en Afrique. Bonjour, merci. Il nous explique que payer des bakshish pour remporter un marché, à l'époque, c'était légal en France. Il y avait même un bureau au ministère de l'économie pour justifier ces transferts d'argent. Il y avait un guichet à Bercy où nous allions pour expliquer les commissions que nous versions aux différents agents. En fait, son rôle, c'était de vérifier que les commissions étaient d'un montant raisonnable, c'est-à-dire de l'ordre de 3% du montant du contrat. C'était un peu la règle générale. Si c'était beaucoup plus... le guichet n'était pas très content. Ça paraît incroyable. Ah, c'était une autre époque. Pour les Américains, en revanche, verser des pots de vin à l'étranger, c'est illégal. En 2006, le cadre de Technip est convoqué à Washington. La justice américaine et le FBI enquêtent sur les pratiques de la société au Nigeria. Et quand j'ai été convoqué par eux, ils me montraient un mail en me disant « Vous vous rappelez, en
95, vous avez envoyé ce mail, ou vous avez reçu ce mail. Évidemment que je ne me le rappelais pas, mais ils avaient un dossier impressionnant. Étienne Gaury est entendu à 2 reprises par les enquêteurs du FBI. C'est le bras armé de la justice américaine. Quelles sont ses méthodes? Pour le savoir, nous partons aux États-Unis, à Washington. Le puissant Bureau fédéral d'investigation dispose d'un service consacré à la lutte contre la corruption. Donc là, on est devant un des bâtiments du FBI. On a rendez-vous avec le Supervisory Special Agent Ren McEachern. C'est le patron de la section antifraude. Et donc, on va aller lui poser quelques questions. On y va. Hello, I'm Emmanuel, from Canal+. Désolé, on ne peut pas vous laisser entrer avec la caméra. Mais vous pourrez filmer à l'intérieur. OK. Bon, là, il faut couper la caméra. C'est la première fois que cet agent spécial répond à une équipe de télévision française. Nice to meet you. Merci de nous accueillir. Ah, mais vous avez un pistolet? Oui. C'est courant pour un agent du FBI. Nous sommes tout le temps armés. En permanence? Oui. Même pendant les interviews? Tout le temps, oui. Intéressant. En 2015, le nombre d'agents dédiés à la lutte contre la corruption internationale a été multiplié par 3. Ces derniers mois, nous avons enquêté sur des cas de corruption avec des agents infiltrés, des écoutes téléphoniques. Encourager la corruption, c'est choquant. Corrompre, c'est choquant. Cela affecte toute la société. La corruption s'attaque à nos valeurs essentielles, à l'équité. Quand on ne respecte pas cela, quand on agit au mépris des règles, selon moi et pour le FBI, c'est choquant. Dans l'affaire Technip, les autorités américaines ont enquêté sur les accusations de corruption au Nigeria. À l'époque, Technip accepte de collaborer et d'ouvrir ses portes. Les investigations sont conduites par un cabinet d'audit privé, FRA, Forensic Risk Alliance, une société américaine présente dans plus de 75 pays. À Paris, ses bureaux se situent à 2 pas des Champs-Élysées. Nous avons rendez-vous avec la responsable, Caroline Fagard. Ses équipes épluchent les documents internes des entreprises soupçonnées de corruption. Nous, notre rôle va être d'aider l'entreprise et ses avocats à mettre la main sur les documents demandés par les autorités. Chez Technip, comment sont-ils parvenus à réunir des preuves de la corruption? En 2008, une équipe d'experts de FRA se rend dans les locaux de l'entreprise. Ils arrivent avec de grosses valises. À l'intérieur, des ordinateurs super puissants capables de recueillir des millions de données. On veut tous les emails, toutes les factures, tous les documents financiers, tous les documents qui existent chez vous, tous les accords, tous les contrats, toutes les bases de données financières. C'est une liste qui est très importante. Ils vont se brancher directement sur les serveurs de l'entreprise ou alors ils vont brancher leur ordinateur sur le téléphone mobile. Ça dépend en fait, ça dépend du support sur lequel, dont on part. Et pour faire le tri dans cette masse de documents, la justice américaine fournit une liste de mots-clés. Je vais vous montrer un exemple de mots-clés. Donc il va y avoir des mots comme commission. Là, on a le mot pot de vin, boisson, même boisson. Boisson. En quoi ça peut vous aider d'avoir le mot-clé boisson pour enquêter sur des histoires de corruption?
C'est pour voir si, par exemple, on a cherché à inviter une personnalité importante dans un pays et qu'on lui aurait offert un bon restaurant. Vous voyez le mot « charity » ici, parce que souvent, en fait, les pots de vin sont versés à travers le paiement de fonds à des œuvres soi-disant caritatives qui, finalement, vont être des paiements déguisés qui permettent de verser un pot de vin à un agent potentiel, par exemple. Chez Technip, la pêche est fructueuse. Une masse considérable de données est partie chez les avocats de l'entreprise avant d'être transmise aux autorités américaines. Si elle ne coopère pas, c'est pire. Parce que là, effectivement, il peut y avoir des perquisitions, des descentes, en attendant l'impossibilité de répondre à des appels d'offres sur des marchés américains. Donc je dirais qu'elle a vraiment intérêt à coopérer. Comme à chaque fois dans cette procédure, c'est l'entreprise, donc Technip, qui a payé l'enquête. La justice américaine n'a pas déboursé $1. Au final, Technip fait au gouvernement américain une amende de $338 millions, soit près de 5% de son chiffre d'affaires. Ça a été un choc pour l'ensemble de la société. On ne s'attendait pas à des montants aussi gigantesques, compte tenu des commissions qui avaient été versées. Mais je crois que Technip n'avait pas l'embarras du choix. S'il voulait continuer à travailler dans le domaine pétrolier, qui est un domaine tout de même assez américain, il fallait passer par les fourches codines de la justice américaine. Aux États-Unis, la lutte anticorruption, c'est une vieille histoire. Dans les années 70, le président Jimmy Carter veut moraliser la vie des affaires. Le résultat, c'est une loi adoptée au Congrès en décembre 1977. Le Foreign Corrupt Practices Act interdit le versement de pots de vin à l'étranger. 20 ans plus tard, les États-Unis parviennent à étendre leur loi au monde entier. 38 pays, dont la France, adoptent une convention internationale contre la corruption. Désormais, c'est un crime passible de sanctions pénales. Avec ce texte, les États-Unis deviennent le shérif du monde. Prenons le cas d'une entreprise française soupçonnée de corruption. Si un employé effectue des paiements en dollars, qu'il envoie un mail qui transite par un serveur américain comme Google, ou qu'il utilise pour ses appels un téléphone contenant la puce d'un opérateur américain, alors les États-Unis peuvent poursuivre la société. Depuis 2008, 105 entreprises ont été sanctionnées dans le monde. 6,5 milliards de dollars sont tombés dans les caisses du Trésor américain. Selon Éric Denessé, le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, ces amendes pour les États-Unis, c'est tout bénef. Les Américains ne moralisent pas les affaires internationales pour plaisir de moraliser les affaires internationales. Ils disent qu'ils moralisent les affaires internationales parce que ça leur apporte un avantage compétitif. C'est de l'argent, c'est du cash qui rentre dans les caisses du Trésor américain. C'est-à-dire que nous finançons à travers ces amendes le budget de défense, le budget social, le budget de l'éducation américaine. Ce document représente les sanctions américaines à l'encontre des entreprises dans le monde. Le plus frappant, c'est que la France paye le plus lourd tribut. Ces 6 dernières années, nos entreprises ont versé à elles seules près d'un tiers des amendes, 1,6 milliard de dollars. Pourquoi nos sociétés sont-elles particulièrement visées ? Les entreprises françaises, c'est à la fois une proie privilégiée et une proie facile. Pourquoi privilégiée ? Il ne faut pas oublier que dans la compétition économique actuelle, la France est le seul pays européen, et donc le seul autre pays occidental, qui est positionné sur ce qu'on appelle les technologies de souveraineté. Les technologies de défense au sens large, air, terre, mer, cette capacité à fabriquer des armements, des bateaux, des avions, de l'arme nucléaire, des technologies liées à l'énergie. La loi anticorruption permet de se débarrasser d'absolument tous les concurrents. Comment les Américains parviennent-ils à se débarrasser de leurs concurrents ? Il y a quelques années, une entreprise française a été victime de cette stratégie, Alcatel. Dans les années 90,
C'était l'un des leaders du marché des télécommunications. En 2001, la société gagne un contrat de téléphonie mobile au Costa Rica. Mais très vite, la presse révèle que la filiale d'Alcatel a versé 2,5 millions de dollars de pots de vin, entre autres au président du Costa Rica, Miguel Angelo Rodríguez. Lorsque le scandale éclate, la justice américaine brandit sa loi anticorruption. Pour le groupe français, c'est le début d'un long calvaire. Comme chez Technip, c'est un cabinet privé qui mène l'enquête. Il saisit des documents et surtout il convoque les salariés soupçonnés d'être mêlés aux affaires de corruption. Les syndicats s'insurgent contre ces pratiques qu'ils considèrent illégales. Dans ce tract, ils dénoncent des interrogatoires poussés qui incitent à la délation. Nos collègues peuvent être cuisinés pendant des heures et des heures. Et l'inquisition s'installe avec la quasi-obligation pour les interrogés de céder à de la délation sur leurs collègues, leur hiérarchie. Nous avons retrouvé l'auteur de ce tract. Bonjour Pierre Chanson. Bonjour. Merci Avec d'être plaisir. venu. Pierre Chanson a passé 20 ans chez Alcatel. C'est la mémoire de l'entreprise. Vous parlez d'inquisition. L'inquisition s'installe avec la quasi-obligation pour les interrogés de céder à de la délation sur leurs collègues, leur hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en plus, dans les questions qui ont été posées, non seulement eux-mêmes étaient mis en cause, mais en plus, on les sommait de faire de la délation sur leurs collègues, de dire ce qu'ils faisaient, où ils étaient. Enfin, c'est globalement, on va dire Vichy, quoi. C'était la même chose. Que si vous répondiez pas, on considérait que vous étiez de mèche, et donc dans une situation délicate. Et c'est le système américain, tout ça. Dans les mois qui suivent, les Américains vont plus loin pour généraliser ce système de délation. Ils mettent en place chez Alcatel une hotline éthique. En clair, une ligne téléphonique pour dénoncer les comportements frauduleux des employés. Un système de délation géré par Ethics Point, une société basée aux États-Unis. Pour effectuer un signalement en ligne, rien de plus simple. Il suffit d'indiquer le lieu de l'infraction ainsi que le nom et prénom de la personne impliquée. L'opération peut être réalisée de manière anonyme. Nous contactons plusieurs salariés d'Alcatel. L'un d'entre eux accepte de me rencontrer. J'enregistre notre conversation en caméra cachée. Voilà. Parce que la ligne de délation, ça marchait comment? Vous aviez un petit... Ouais, il y avait un j'aime utiliser, il y avait un téléphone, ouais. On pouvait laisser un message, on soupçonnait X, Y, Z de faire un truc qui n'était pas très clair. Ça, j'avoue, ça m'a, moi, personnellement, ça m'a complètement pas bouleversé, mais je trouvais ça absolument scandaleux, quoi. Ouais, chasse aux sorcières, ça, ouais. Les Américains, ils veulent laver plus blanc que blanc. La boîte, j'ai donné la liste de tous les agents. Ils considéraient que, grosso modo, tous les Français qui faisaient de l'export, ils pensaient qu'on faisait de la corruption partout. C'est aussi simple que ça, je vous le résume. C'est aussi simple que ça. En 2009, sur le conseil de ses avocats américains, Alcatel se sépare de centaines d'agents commerciaux opérant à l'étranger. Une mesure radicale. L'impact, tous les contrats en cours sont annulés. Le 27 décembre 2010, Alcatel signe un accord avec la justice américaine. Il prévoit la levée des poursuites en échange du paiement d'une amende de 137 millions de dollars. Mais ça ne s'arrête pas là. L'entreprise va être placée sous surveillance. Dans la décision de justice, il est mentionné qu'Alcatel accepte la présence d'un monitor. Un monitor, ça veut dire quoi au juste? D'après Wikipédia, c'est un type de petite canonnière se déplaçant lentement. Les Américains n'ont pas envoyé leur marine de guerre chez Alcatel, mais un homme, l'œil de Washington. Le rôle du monitor, vérifier qu'il n'y a pas de nouveaux actes de corruption dans l'entreprise. Il décortique les activités du groupe dans le monde entier et a accès à toute sa stratégie. Régulièrement, le monitor envoie des rapports sur l'entreprise à la justice américaine.
quelles informations transmet-il dans ses rapports? Nous avons rendez-vous avec l'une des rares personnes qui a eu accès à ces documents. C'est l'ancienne patronne à l'intelligence économique. Les rapports sont épais et vous avez un nombre d'informations extraordinaire. Concrètement, les contacts de l'entreprise avec d'autres entreprises, avec les noms, qui fait quoi, les voyages, les missions, etc. Enfin, bon. Donc on sait très bien que dans telle filiale, monsieur machin directeur est allé à tel moment dans tel autre pays, a rencontré à haut niveau monsieur machin, etc. Ça donne des informations capitales sur les contacts de l'entreprise. Vous voulez dire que les Américains collectent des secrets industriels? Ça peut, parmi ces informations, il peut y avoir des secrets industriels. Bien sûr, ça c'est une évidence. On est en plein espionnage économique là. Ce n'est pas de l'espionnage, parce que l'espionnage est illégal, alors que là, ils le font, là où c'est fabuleux, c'est génial. Ils le font de manière légale, ils ne font qu'appliquer leurs droits. Faut y penser quand même, c'est extrêmement... C'est génial. Dans l'affaire Alcatel, le monitor, c'est Laurent Cohen-Tanucci, un avocat français. Selon son site internet, il dirige un cabinet boutique international centré sur les dossiers stratégiques. Ses bureaux sont situés à 2 pas des Invalides. Donc là, on a rendez-vous avec Laurent Cohen-Tanucci. L'idée, c'est de comprendre quelles sont ses méthodes et puis surtout, on est très curieux de savoir s'il espionne les entreprises françaises pour le compte des Américains. Vous étiez le moniteur de l'entreprise Alcatel. Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien? Alors, on demanderait de couper le nom de l'entreprise. Enfin, c'est public, mais je ne souhaite pas que l'entreprise soit mentionnée. Ouais, je me suis permis parce que la liste est publique, votre nom est... Oui, non, mais je sais, mais dans le cadre de cet entretien, si vous voulez, je vous fais part de l'ensemble de mon expérience, qui n'est pas limitée à ce monitorship-là. Donc, je préférais qu'on ne mentionne pas cette affaire-là en particulier. Mais voilà, bon, c'est ça. Donc, reprenons. Laurent Cohen-Tanucci a bien contrôlé toutes les activités d'Alcatel avec l'aide d'une dizaine d'auditeurs. Et ça, pendant 3 ans. Mais quand on lui pose des questions précises, le moniteur botte en touche. Est-ce que vous pouvez nous montrer un rapport de monitoring? Non, c'est un rapport qui sont totalement confidentiels. Pourquoi c'est confidentiel? Parce que c'est confidentiel. Dans ces rapports, on détaille quand même, par exemple, un certain nombre de choses d'organisation de l'entreprise qui ne regardent pas la place publique. Vous, ça vous pose pas de problème, le fait de savoir que toutes ces informations confidentielles passent entre les mains des Américains? Bon, allez, vous pouvez nous le dire, il y a des secrets dans ces rapports. Non, il n'y a pas de secret. Mais il y a effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour du monitoring. C'est quelque chose qui fait beaucoup phosphorer tout le monde. Notamment les gens qui n'y connaissent rien. Bon, allez, je vais arrêter parce que... Pour les parlementaires français, les inquiétudes sur le rôle du monitor sont loin d'être un fantasme. En 2014, la délégation au renseignement publie son rapport annuel. À propos du monitor, ils évoquent un espionnage paré des vertus de la légalité. Leur crainte, la fuite d'informations vers les entreprises américaines. La communauté du renseignement états-unienne, fort impliquée dans la vie économique du pays, dispose potentiellement d'informations concurrentielles précieuses. Dans le cas d'Alcatel, la procédure anticorruption aurait permis aux Américains de prendre le pouvoir dans l'entreprise. Au moment où la justice américaine s'intéresse au groupe français, elle fusionne avec l'américain Lucent, son principal concurrent. Et le nouveau géant des télécoms, Alcatel-Lucent, a été porté sur les fonds baptismaux. L'américaine Patricia Russo et le français Serge Tchuruk, le tandem qui est à la tête du groupe, ont donné le coup d'envoi de leur société qui est entrée sur les bourses de New York et de Paris. L'objectif officiel, devenir un géant mondial des télécoms, mieux armé face à la concurrence. Mais selon ce rapport de l'École de guerre économique, la fusion entre les deux groupes ne s'est pas faite d'égal à égal. La procédure anticorruption contre Alcatel aurait précipité la fusion. L'affaire de la corruption est l'un des éléments que Lucent a utilisé comme un point de faiblesse d'Alcatel lors de la négociation de la fusion. On ne peut s'empêcher de penser que cette arme juridique a pu être utilisée comme une épée de Damoclès. Ce soupçon, un homme le partage.
Et ce n'est pas n'importe qui. Alain Juillet est l'ancien directeur des renseignements. Il a aussi dirigé plusieurs entreprises françaises et étrangères. Bien sûr, Alcatel, on lui dit, vous allez avoir une amende énorme à payer. Comment il fait? Il regarde ses comptes, il dit, je ne peux pas m'en sortir. Les actions en bourse vont dégringoler et tout. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est de faire une fusion avec une société américaine. Parce qu'à ce moment-là, les Américains vous disent, on pourra revoir l'amende à la baisse. Et puis il n'y aura plus de poursuites. Parce que vous êtes avec les Américains, et que les Américains qui arrivent vous disent, mais à partir du moment où tu es avec moi, tu vas voir. Dans cette histoire, les Américains ont gagné sur tous les tableaux. À l'origine, c'est Alcatel qui est majoritaire. Le groupe possède 60% de la nouvelle entité. En réalité, ce sont les Américains qui vont occuper les postes clés. Alcatel-Lucent est dirigé par l'Américaine Patricia Russo. Nous avons appelé plusieurs salariés français. L'un d'eux a vu les changements à la direction. Une fois que la fusion a été faite, tous les Français du board, quasiment tous, ont été virés, quoi, hein, remerciés. Quasiment tous les Français. Tous ceux qui étaient au board dans l'année qui ont suivi ont été remplacés pour les postes les plus stratégiques par des Américains, oui. Et puis restaient effectivement quelques postes RH, et tous les postes opérationnels, tous les postes décisionnaires étaient attribués à des Américains, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qui est le directeur de sécurité du groupe Alcatel-Lucent? Un Américain, comme par hasard. On nomme tout de suite un Américain. Pourquoi c'est intéressant de voir que le directeur de la sécurité parce que le du directeur groupe de la sécurité, il a accès à tout. C'est bel et bien le contrôle par les Américains de la société Alcatel. Le mariage entre le français Alcatel et l'américain Lucent a tourné au fiasco. L'entreprise a licencié plus de 30 000 personnes dans le monde avant d'être absorbée par Nokia en 2016. Parmi les entreprises françaises visées par les autorités américaines, il y en a une qui a tenté de résister, mais elle l'a payé très cher. Cette entreprise, c'est Alstom. Un fleuron national. Des rames de métro, des trains, des TGV, Alstom, c'est surtout un géant de l'énergie. Ces technologies permettent d'alimenter 1 ampoule sur 4 dans le monde. Numéro 1 mondial de l'hydraulique, leader sur le marché des turbines, elle équipe nos centrales nucléaires et nos navires de guerre. Des secteurs stratégiques. Alstom, ce sont des technologies que nous les Français, nous sommes les seuls à produire. Des technologies vendues dans plus de 100 pays. En 2010, la justice américaine soupçonne Alstom de corruption. Cette fois, ça se passe à Tarahan, dans le sud de l'Indonésie. Les Américains reprochent à Alstom d'avoir versé plusieurs millions de dollars de pots de vin à des dirigeants indonésiens pour équiper une centrale à charbon. Mais à la différence de Technip et d'Alcatel, Alstom refuse de plaider coupable. Pas question de livrer des documents internes ou d'accueillir des enquêteurs dans ses locaux. Tout ça accroît finalement l'agressivité des Américains qui, dans un côté chevalier blanc, veulent absolument faire le ménage et faire payer ceux qui contreviennent à ce qu'ils considèrent comme étant la morale, en tout cas leur morale des affaires. À Washington, les autorités américaines déploient l'artillerie lourde. Elles mobilisent les agents du FBI. Nous interrogeons le patron de l'anticorruption sur l'enquête menée sur Alstom. Mais visiblement, nos questions dérangent. Combien d'agents du FBI ont travaillé sur ce cas ? Je ne peux pas vous donner le nombre précis d'agents qui travaillaient sur cette enquête. Mais vous avez mis les moyens sur Alstom. C'était une grande enquête. À nouveau, je ne peux pas rentrer dans les détails. Comment avez-vous obtenu tous ces documents ? Je ne peux pas vous donner d'autres détails à ce propos. Bref, pas facile de tirer les vers du nez d'un agent du FBI. À force d'insister, il reconnaît que l'enquête a duré 4 ans et mobilisé de nombreux agents. Vous imaginez le nombre de pays dans lesquels Alstom intervient, chaque contrat signé, en quoi consiste tel accord avec tel consultant, quel est le montant des commissions, ce qu'ils en retirent comme avantage.
toute leur comptabilité. Il fallait vérifier tout ça. Donc vous avez probablement dépensé des millions sur cette enquête. Je ne peux pas vous donner de chiffres. 4 ans, c'est long. Oui, c'est une longue période, mais je ne suis pas autorisé à vous donner des chiffres. Nos dépenses ne sont pas limitées. Nous voulons obtenir la vérité. Peu importe le coût, on va jusqu'au bout. Et pour le FBI, tous les moyens sont bons. D'après nos informations, ces agents ont intercepté des mails de plusieurs cadres dirigeants. Ils auraient aussi procédé à des écoutes téléphoniques et ont même engagé une taupe au sein d'Alstom. Un employé qui, sous la pression du FBI, a remis des enregistrements de conversations confidentielles. Le journaliste Jean-Michel Quatrepoint a épluché le dossier judiciaire d'Alstom. Pour faire encore plus pression sur Alstom, on étend l'enquête non plus seulement au cas indonésien, mais à des tas d'autres cas. Alors en Arabie Saoudite, en Égypte, dans un certain nombre de pays, et donc le dossier grossit encore. Les Américains ne se contentent pas d'agiter la menace d'une forte amende. Ils vont cibler les dirigeants d'Alstom et ainsi déstabiliser l'entreprise. Le 14 avril 2013, Frédéric Pierucci, l'un des vice-présidents du groupe, est en voyage d'affaires aux États-Unis. À son arrivée à l'aéroport de New York, il est arrêté par des agents du FBI. Andrew Weissman est le patron de la lutte contre la fraude au ministère de la Justice qui a ordonné l'arrestation de Frédéric Pierucci. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Nous avions une idée assez précise de ses déplacements. On savait qu'il allait poser le pied sur le sol américain et quand il a traversé la frontière, nous étions en mesure de l'arrêter. Ah, vous le suiviez ? Dans une certaine mesure, oui. On ne le suivait pas jour après jour, mais on savait quand il allait venir aux États-Unis. La justice américaine accuse le Français d'être l'un des responsables du versement de pots de vin à des officiels indonésiens. Frédéric Pierucci est transféré à la prison de Wyatt, un centre de haute sécurité à 300 km au nord de New York. Et à Wyatt, ça n'est pas drôle tous les jours. Il va être détenu pendant 14 mois et demi dans une prison de haute sécurité. Ce n'est pas le régime Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'un citoyen français, dirigeant d'entreprise, est détenu pendant 14 mois et demi dans une cellule avec 50 criminels de droit commun, des violeurs, des assassins, des psychopathes. Que ce soit des hauts dirigeants ou les membres d'un gang, il n'y a pas de traitement de faveur. On ne fait pas de différence entre les escrocs en col blanc et les criminels impliqués dans des fusillades ou dans le crime organisé. En France, au siège d'Alstom, l'emprisonnement de ce haut dirigeant est vécu comme un traumatisme. Qui sera la prochaine cible du FBI ? Frédéric Pierucci est un proche de Patrick Cron, le PDG du groupe. Il y a une véritable panique qui s'installe quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au-dessus des lois et que c'est vous qui pouvez terminer entre quatre murs en communisant orange. Le comportement psychologique et la prise de conscience évoluent très très rapidement et ça donne ce revirement extraordinaire auquel nous avons pu assister. Alstom décide finalement de collaborer avec la justice américaine. À l'automne 2013, l'entreprise reconnaît les faits de corruption. Elle sait qu'elle va devoir payer une amende colossale. Et cette fois, on commence à dire « Ouh là là, mais c'est plus une petite amende maintenant ». On commence à évoquer des chiffres considérables, en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Est-ce que là, Alstom a les moyens de payer cette amende ? Difficilement, non. Ça lui pose un problème. Pourquoi c'est compliqué pour Alstom de payer cette amende ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les carnets de commandes d'Alstom sont pleins, mais l'entreprise a des problèmes de trésorerie. Elle doit rembourser plus de 4 milliards d'euros d'ici 2020. Une forte amende pourrait provoquer sa faillite. C'est à ce moment précis qu'une entreprise propose de racheter sa branche énergie. Comme dans l'affaire Alcatel, une société américaine, General Electric. En anglais, ça se prononce GE. Derrière ces initiales, il y a un groupe super puissant.
305 000 salariés, 146 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la 7e entreprise mondiale selon le magazine Forbes. Elle produit des moteurs d'avion, de l'équipement médical. C'est aussi un géant de l'énergie. General Electric se présente comme une entreprise irréprochable. Sur Internet, la firme n'hésite pas à dénoncer ses concurrents impliqués dans des affaires de corruption. Other giants of industry like Enron, GSK, Walmart have all made the same fatal mistake. But in the end, those who break the law only end up in one place. À la tête de cet empire, Jeffrey Immelt, l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, le conseiller pour l'emploi de Barack Obama. En France, son bras droit, c'est une femme influente, Clara Guémard, l'épouse de l'ancien ministre Hervé Guémard. Je vous suis. Dans les... Jean-Philippe Tanguy a été le conseiller de Clara Guémard pendant 3 ans. Il connaît bien la stratégie de General Electric. Super. Est-ce que Alstom est une cible pour General Electric? Oui, c'est une cible parce que Alstom est le complément industriel parfait pour General Electric. Il faut savoir que General Electric est un conglomérat extrêmement important qui couvre l'essentiel des métiers énergétiques mondiaux, mais ils ont quand même des trous et des manquements, notamment sur des technologies très importantes. Ces technologies, dans le spectre de la concurrence mondiale, il y a 2 qui les ont, il y a Siemens et il y a Alstom. Siemens est rarement une proie, Alstom en est une. Et donc, ils se disent, ce serait bien qu'on ait Alstom, et si c'est possible, on fera tout pour l'avoir. Voilà. Les déboires judiciaires d'Alstom, c'est l'occasion rêvée pour General Electric. Les 2 PDG, le Français Patrick Cron et l'Américain Jeffrey Immelt, se rencontrent à plusieurs reprises dans le plus grand secret. Le 9 février 2014, ils dînent ensemble à l'hôtel Bristol à Paris. Le 24 mars, Patrick Cron se rend à New York. 1 mois plus tard, les 2 dirigeants se voient à Chicago. Le deal est conclu en 2 mois, un temps record. Là, c'est la signature définitive. Au préalable, Jeffrey Immelt a présenté le deal à son conseil d'administration. Il est donc engagé sur le prix. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est Alstom vend l'intégralité de son activité énergie à General Electric pour 12,35 milliards d'euros. On a appris ce matin que ce fleuron de l'industrie française pourrait être racheté par son grand rival américain, General Electric. Et dans son offre d'achat, General Electric a un argument de poids. Une clause précise que le groupe américain s'engage à supporter tous les passifs et risques associés. En clair, la firme américaine s'engage à payer les centaines de millions d'euros d'amende à la place d'Alstom. Le deal, c'est, vous vous rendez compte, ils nous libèrent de l'amende. Bon. Donc cette amende, si vous voulez, en fait, elle joue un rôle, c'est comme le fil conducteur, c'est le fil conducteur de toute cette opération. Le 22 décembre 2014, les autorités américaines annoncent le montant de l'amende qu'Alstom va payer. 772 millions de dollars, la plus forte amende jamais infligée à une entreprise. Cette journée représente une étape très importante dans la lutte contre la corruption. Au final, le groupe français a tenté de résister à la justice américaine, mais il a tout perdu. Il y a toujours des conséquences pour les individus et les entreprises qui choisissent de ne pas coopérer. On ne vous oblige pas à coopérer, mais il faut savoir qu'il y a un intérêt à le faire. Vous prenez un risque quand vous choisissez de ne pas collaborer. Le risque de ne pas pouvoir conclure un arrangement favorable avec nous. Et Alstom a pris ce risque? Oui, ils ont fait un pari et ils l'ont payé très très cher. Ils n'ont pas bénéficié de la clémence qu'ils auraient eue s'ils avaient livré des informations spontanément, s'ils avaient coopéré, s'ils avaient assaini leurs pratiques ou vérifié que leur politique d'intégrité était conforme. Ils ont fait un choix.
À la fin de la conférence de presse, la ministre adjointe de la Justice se félicite du rachat d'Alstom par General Electric. On se reposera sur le programme d'intégrité de General Electric pour fliquer le comportement de l'entreprise Alstom. Vous avez bien entendu. La justice américaine s'en remet à General Electric pour fliquer Alstom. Alors, la firme américaine et le département de la justice sont-ils de mèche? C'est ce que pense une journaliste du Wall Street Journal. À New York, elle nous donne rendez-vous devant l'un des plus hauts gratte-ciel de la ville, le Rockefeller Center. Il y a encore quelques mois, c'était le siège social de General Electric. Bonjour Emmanuel, enchantée de vous rencontrer. La journaliste est persuadée que General Electric était au courant de toute la procédure judiciaire. Elle s'est particulièrement intéressée à ce jour crucial où Alstom et la justice américaine parviennent à un accord. Au cours de cette audition au tribunal, des points clés ont été discutés avec le juge. Ces points clés révélaient qu'Alstom manquait d'argent. Ce jour-là, au tribunal, aux côtés d'Alstom, il y avait un représentant de General Electric. Dans le compte-rendu de l'audience, l'avocat d'Alstom affirme que General Electric était parfaitement renseigné sur les déboires judiciaires du groupe français, alors que la vente d'Alstom n'était pas encore conclue. General Electric a passé en revue tous les documents à toutes les étapes de la préparation et de la négociation. General Electric est familier avec le contenu de cet accord. Ils ont confirmé qu'ils ont participé à toutes les étapes de la préparation. En affirmant cela, ça signifie clairement qu'ils étaient au courant de l'affaire depuis longtemps. Une information que la journaliste a publiée dans le Wall Street Journal. General Electric a eu accès au dossier pour corruption d'Alstom. Durant notre enquête, nous découvrons que la firme américaine n'en est pas à son coup d'essai. Avant Alstom, General Electric a racheté 5 entreprises poursuivies pour corruption. Lorsque l'on constate que c'est la 4e ou la 5e opération, on peut se poser la question d'une stratégie délibérée de General Electric. En tout cas, ça fait quand même beaucoup de faisceaux convergents pour considérer que c'est uniquement le fait du hasard ou de l'opportunité. Mais comment General Electric a-t-il réussi à faire main basse aussi facilement sur un fleuron de l'industrie française? C'est la question que se posent certains députés. Début 2015, les parlementaires mènent une série d'auditions pour faire la lumière sur cette affaire. Je me sens un peu distrait. Ils convoquent le PDG d'Alstom, Patrick Cron, pour l'interroger sur cette vente précipitée et secrète. Face à lui, un député est en première ligne. Je laisse rentrer le fil à l'intérieur de la... Ça m'a frappé, il était très nerveux, plusieurs de mes collègues l'avaient remarqué, très déstabilisé. Je peux vous assurer qu'au début de l'audition, il était très mal à l'aise, et franchement, il y a de quoi. Pourquoi cette vente précipitée et secrète, sans enchère, avec l'américain General Electric, et pourquoi ne pas avoir recherché une solution française? D'abord, cette opération n'a été ni précipitée, ni sans mise en concurrence. C'est exactement l'inverse. Il me dit, les yeux dans les yeux, à la Jérôme Cahuzac, il y a eu une mise en concurrence. Mais c'est complètement faux. Il ne dit pas la vérité. Enfin, écoutez, quand il dit que ça n'a pas été précipité, il ne dit pas la vérité. Le choix de GE était, pour moi, dans l'esprit de Patrick Cron et de GE, définitif dès le départ. Quel a été exactement le rôle des pressions de la justice américaine dans ce dossier? Concernant les théories complotistes ou conspirationnistes et l'influence du Department of Justice américain, je voudrais que ce soit parfaitement clair. Les autorités américaines n'ont été informées de l'existence de ce projet au même moment que vous. Renoncez à ce fantasme de la mainmise des autorités judiciaires américaines. Il n'y a eu
ni complot, ni collusion, ni quoi que ce soit. Il n'y a eu ni complot, ni collusion, ni quoi que ce soit. Quel culot, hein. Est-ce que Patrick Cron a cédé aux pressions de la justice américaine, selon vous? Patrick Cron, oui, à un moment, a sans doute paniqué et pour mettre fin à ces procédures, il a trouvé la solution qui était la vente d'Alstom à General Electric. Le comble dans cette histoire, c'est que General Electric n'a pas payé l'amende comme promis. C'est Alstom qui a réglé l'ardoise de 630 millions d'euros. En France, l'affaire Alstom tourne au scandale d'État. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas empêché la vente de ce fleuron industriel? Retour en arrière. En avril 2014, quand on apprend que General Electric veut racheter Alstom, Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, est mis devant le fait accompli. Pourtant, Alstom n'est pas une entreprise comme les autres. Elle vit de la commande publique. C'est l'État qui l'a sauvée de la faillite 10 ans plus tôt. Pour Arnaud Montebourg, Patrick Cron, le PDG d'Alstom, l'a trahi. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement? Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. Il négocie le décret Alstom dans la confidentialité totale. C'est top secret. Et ce décret Alstom, c'est une arme de dissuasion parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Seulement, Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le secrétaire général adjoint de l'époque était Emmanuel Macron. Lui, il ne veut pas utiliser ce décret comme une menace. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie au profit de General Electric. Je n'ai pas peur de le dire. Lors des auditions de mars 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron est lui aussi entendu par les députés. Bon, merci monsieur le ministre. Il va justifier la décision de vendre Alstom aux Américains. Quand on l'a interrogé dans le cadre des auditions à l'Assemblée nationale, à aucun moment il a marqué le moindre remords quant à la solution de fond qui a été choisie. Premier point, donc le contexte de l'opération Alstom General Electric et de l'action du gouvernement. Je le résumerai de manière simple. D'abord pour dire que le gouvernement a été mis devant le fait accompli sur ce sujet, mais qu'in fine, l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. C'est une défaite cinglante, et pour Alstom et pour la France. C'est une défaite catastrophique. Nous avons été roulés dans la farine. General Electric et les Américains ont eu absolument ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et probablement en mettant moins d'argent et en rencontrant moins de difficultés que ce qu'ils avaient prévu. L'erreur de l'État français, c'est de ne pas avoir compris, et de ses représentants, c'est de ne pas avoir compris que la guerre économique est une réalité, et que les Américains font la guerre économique. Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France, mais je salue les Américains parce que je trouve qu'ils ont fait extraordinaire.
C'est une opération, une grande opération chez les militaires. Ça aurait été une grande opération militaire. L'autre grand gagnant, c'est Patrick Cron. Le PDG d'Alstom quitte l'entreprise avec un bonus de 4 millions d'euros, en plus de sa retraite chapeau de 10 millions. Les perdants, les salariés. En janvier 2016, General Electric a annoncé la suppression de près de 800 postes en France. La compagnie américaine s'était pourtant engagée au moment du rachat d'Alstom à en créer 1000. Bon, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle est la prochaine entreprise française qui va être accusée de corruption et qui sera rachetée par les Américains. Je prends les paris que dans les 2 ans à venir, il y en a une qui va se faire attaquer exactement de la même méthode et qu'elle partira sans encombre exactement avec les mêmes méthodes chez les Américains. Et une fois de plus, on dira, ah bah oui, c'est pas de chance. En ce moment, il y a des sociétés françaises qui sont sous le coup d'une enquête ? Je ne veux ni confirmer ni vous dire que c'est faux. Nous, on va là où nous mènent les preuves de corruption. Nous ne ciblons pas des pays en particulier. Nous allons là où il y a des versements de pots de vin. Selon nos informations, la prochaine cible est un poids lourd de l'industrie européenne, Airbus, qui, comme par hasard, a un seul concurrent sérieux, l'américain Boeing.